Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 12 septembre. Le collège Charles III, inauguré par leurs Altesses Sérénissimes le prince Albert II et la princesse Charlène, le couple princier a pu découvrir un établissement polyvalent qui accueille depuis lundi 850 élèves. Puis nous irons dans les Alpes de Haute-Provence où la commune de Roumoul a intégré le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Le jazz dans toute sa diversité au programme de la 18e édition du Monte Carlo Jazz Festival. Les organisateurs ont dévoilé la programmation de cet événement qui débutera le 20 novembre prochain. Alfonso Ciulla, directeur artistique de la SBM, sera notre invité. Dans ce journal également, nous nous intéresserons à la médiation animale, une approche thérapeutique qui est utilisée depuis plusieurs années au Centre Régnier III. Il a accueilli ses premiers élèves lundi lors de la rentrée des classes. Le collège Charles III a officiellement été inauguré ce jeudi par leurs Altesses Sérénissimes le prince Albert II et la princesse Charlène. Ils ont ensuite pu découvrir le site qui se veut à la fois central et polyvalent. On rejoint sur place Vanessa Dessy. Vanessa, vous avez assisté à la visite inaugurale de l'établissement. Et oui Émilie, avec près de 24 000 m² de superficie, le tout nouveau collège Charles III a été inauguré par le couple princier ce jeudi matin. Un événement qui symbolise l'engagement continu de la principauté envers l'éducation et l'avenir de sa jeunesse. C'est un établissement à la pointe de la modernité. Le ruban officiellement coupé donne ainsi le coup d'envoi à cette nouvelle ère pour les collégiens de la principauté. Dès l'entrée, l'architecture moderne et lumineuse du bâtiment offre un cadre de travail optimal aux élèves. Au fil de la visite, le couple princier a pu échanger avec des élèves en train de déjeuner à la cantine. Le gymnase et la piscine olympique, véritable joyau du collège, a suscité l'admiration de ces installations ultramodernes dédiées à la pratique d'un large éventail de disciplines. Les salles de classe spacieuses et équipées des dernières technologies témoignent d'une volonté d'intégrer l'innovation au cœur de l'enseignement. Chaleur des sourires et enthousiasme des collégiens traduisent l'excitation de cette nouvelle aventure scolaire. Le passage par la petite chapelle au dernier étage illustre le mariage harmonieux entre culture et tradition religieuse monégasque. Cette visite s'est achevée par un discours inspirant du nouveau ministre d'État Didier Guillaume, réaffirmant ainsi l'importance de l'éducation pour bâtir l'avenir de la principauté. Et à l'occasion de cette visite inaugurale, une innovation a été dévoilée, la maquette BIM du collège Charles III. Cette projection numérique de l'établissement a été conçue avec des technologies de pointe permettant de visualiser en détail l'ensemble de l'établissement, y compris les accès spécifiques pour les pompiers. Un outil essentiel pour garantir la sécurité et l'efficacité des interventions d'urgence. Je vous propose d'écouter à ce sujet Céline Caron, la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, est au micro de Vanessa Dessy. Une maquette BIM, c'est la gestion de données, en fait, c'est la transposition des plans d'architectes, de construction dans un schéma numérique. Et c'est surtout aujourd'hui l'évolution de nos métiers de construction vers l'utilisation, la gestion d'un bâtiment après sa construction durant toute sa vie. Donc aujourd'hui, c'était un premier test pour essayer. Donc les maquettes BIM existent, mais elles ne sont pas dynamiques aujourd'hui. Ce sont vraiment, encore une fois, des métiers émergents. Et on sait que la donnée, c'est la richesse de demain. C'est de savoir comment nous pouvions, à travers ces données, rendre des applicatifs aux utilisateurs. Donc là, aujourd'hui, on a montré et on s'est surtout concentré sur des applicatifs avec le corps des sapeurs-pompiers. C'est un gros bâtiment, un gros collège avec énormément d'enfants et de pouvoir un petit peu avoir cette vision numérique et donc déportée du bâtiment avec une gestion en temps réel et en l'occurrence, la démonstration qu'on vous a fait avec les connexions des têtes incendies qui permet de suivre la sécurité du bâtiment et de réagir pour les pompiers avec des stratégies déjà avant même d'arriver sur le site parce qu'ils ont une meilleure connaissance de ce qui se passe dans le bâtiment. Le prince Albert II était hier en déplacement dans les Alpes de Haute-Provence pour assister aux célébrations du 50e anniversaire de l'ouverture du site des antennes de Radio Monte Carlo sur le territoire de la ville de Roumoul, une commune qui s'est découverte récemment des liens historiques avec la famille Grimaldi. Le reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal.
La grande famille des sites historiques Grimaldi de Monaco vient de s'agrandir. Le prince Albert II est devenu le premier citoyen d'honneur de la commune de Roumoul. Avec ses 750 habitants, elle fait désormais partie de ce réseau qui représente autant une fierté pour chacune des communes membres, mais aussi un véritable atout en termes d'attractivité. Je suis très heureux et très touché que monsieur le maire et le conseil municipal m'aient décerné cette citoyenneté d'honneur et c'est une marque d'affection dont je suis très touché et j'espère pouvoir justement que ces liens historiques se transforment aussi en valorisation de ces territoires. C'est ce que je dis à chaque fois que je vais à la rencontre de la population dans les différentes communes qui font partie de cette association, puisque c'est une mise en réseau aussi de toutes ces communes. Il y a quelques mois encore, le lien historique entre Monaco et Roumoul n'était pas connu des habitants même du village. Je ne savais pas qu'ils avaient été aussi seigneurs du village de Roumoul. Bon, nous l'avons appris par les échanges que nous avons eus avec le palais, mais c'est une très bonne chose. Donc là, ça permet d'établir des liens historiques, de lier le passé et le présent par la présence justement des émetteurs sur le territoire de la commune. Et ce lien découvert récemment remonte donc au XVIIe siècle. C'est une branche collatérale des Grimaldi de Monaco qui a été possessionnée à Roumoul au XVIIe siècle. Une branche qui était venue de la Ciotat, des Grimaud, en provençal, et qui se sont donc grimaldisés parce que lorsque le prince Honoré II choisit la France comme puissance protectrice et alliée de la principauté, il a besoin de points d'appui. Et donc il agrège à sa lignée un certain nombre de branches parfois très éloignées, parfois venues de Gênes depuis très longtemps. Et ces Grimaldi Régus, barons de Roumoul, sont membres du Parlement de Provence, et donc ça permet aux princes de Monaco, qui sont des nouveaux venus alliés du roi de France, d'avoir des points d'appui dans le royaume. Roumoul que les Monégasques pourront donc découvrir plus amplement très prochainement, puisque la commune a très officiellement été invitée à prendre part à l'une des prochaines éditions des rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Dans le reste de l'actualité, en bref, Monaco poursuit son engagement dans la lutte contre la corruption. Le ministre d'État Didier Guillaume a réuni les membres de son gouvernement ainsi que 2 experts dans le domaine aujourd'hui sur le Rocher. Suite à la publication du rapport du Gréco le 24 juillet et dans le cadre des engagements pris par la principauté de continuer à faire progresser dans le respect de ses institutions son dispositif de lutte contre la corruption. Cette réunion avait pour objectif de travailler sur l'ensemble des thématiques afin de dégager des actions concrètes permettant de satisfaire au mieux aux recommandations du Gréco. Une session a également été organisée à destination du secrétariat général du gouvernement et des directeurs généraux des départements ministériels. Le Monte Carlo Jazz Festival a dévoilé aujourd'hui sa programmation. L'événement musical se déroulera du 20 novembre au 1er décembre et proposera 10 dates qui mettront en lumière le jazz dans toute sa diversité. 2 semaines de live à la salle Garnier que nous allons évoquer avec le directeur artistique de la Société des Bains de Mer. Bonsoir Alfonso Ciulla. Bonsoir Émilie. Comment définir cette nouvelle saison du Monte Carlo Jazz Festival ? Je dirais que c'est une saison riche, touffue et complète parce qu'on a distillé une programmation avec le coprogrammateur qui est Reno Di Matteo, très hétéroclite et qui montre bien que le jazz peut inspirer des musiques et surtout peut s'inspirer d'autres musiques. Alors nous allons développer ensemble cette programmation. Le festival débutera le 20 novembre par un concert de l'Académie Régnier 3. Il était important de débuter en mettant en valeur l'ensemble monégasque ? Eh bien, c'est parce que depuis la création de ce festival, d'ailleurs, je rends hommage à Jean-René Palacio qui en était l'instigateur, on s'était fait un point d'honneur d'inviter cette magnifique école de Monaco qui est l'Académie Régnier 3, et parce que les jeunes musiciens à en devenir, ce sont des musiciens peut-être de demain, et on veut leur donner la possibilité de fouler cette scène mythique. C'est un vrai plaisir, un vrai régal pour eux et pour les
pour les familles qui les accompagnent, je pense que c'est un peu un point d'honneur de leur rendre hommage à tous ces enfants qui bossent, et des enfants et des moins jeunes qui bossent pour faire de leur passion peut-être leur métier. Vous parliez d'artistes légendaires en introduction. Le Count Basie Orchestra sera à Monaco. C'est un ensemble qui s'est produit devant toutes les têtes couronnées. Absolument, c'est un ensemble qui existe depuis 1930. Bon, bien évidemment, la composition du Big Band a évolué au fil des ans, mais la matrice, je dirais, reste toujours la même. Et puis, c'est un groupe qui a quand même accompagné les plus grands chanteurs américains, et surtout qui a fait vraiment en sorte que le concept Big Band traverse le monde avec des instruments, des instrumentations bien senties, des arrangements sublimes. C'est vraiment un grand honneur que de les recevoir sur cette scène. La scène française sera aussi au rendez-vous, Alfonso ? La scène française absolument sera présente avec d'Alsasso Big Band également le jour du Count Basie Orchestra, mais il y a également Thibaut Covin et M qui viennent nous présenter leur sublime et onirique projet qui s'appelle L'Heure Miroir. Émile Londonien, qui comme son nom ne l'indique pas, est bien français. C'est un trio, c'est un concept bien français qui visite la musique, le broken beat, la house, le hip-hop et teinté de jazz très anglophone, d'où le nom. Donc oui, la scène française est bien présente. Sophie Solivo aussi viendra jouer de sa harpe sur la scène. Oui, et ça c'est pas banal parce que c'est vraiment un instrument qui est pas très utilisé dans le jazz d'une manière générale. Elle est un véritable virtuose de cet instrument qu'elle met au service du jazz, de la soul encore une fois et du R&B, ce qui est vraiment assez exceptionnel. Et puis il y aura les habitués, Alfonso, je pense à Didi Bridgewater ou à Ayo aussi. Didi Bridgewater, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue. Elle sera là avec Stefano Di Battista également, qui sera présent sur la scène, non pas en même temps, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une impro, comme on dit, de dernière minute. Et Ayo, qui a une actualité musicale en ce moment, et qui sort un album qui est juste sublime. Et puis le festival abordera la place du jazz au cinéma, dites-nous tout. Comme chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Vatrican et l'Institut audiovisuel de Monaco. L'année dernière, il avait présenté Bird, et cette année, il présentera Ascenseur pour l'échafaud, un film sublime, mais surtout avec une musique sublime, celle de Miles Davis. En conclusion, Alfonso, s'il y avait un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs pour venir assister au Monte Carlo Jazz Festival, lequel serait-il ? Alors, je dirais juste de se précipiter pour acheter des places. La billetterie a ouvert cet après-midi à 15h, donc dans les points de vente habituels ou la billetterie de la SBM, mais vraiment de venir découvrir parce que, encore une fois, chaque soirée est une soirée totalement à part et une soirée vraiment qui invite au voyage et qui invite un petit peu au plaisir de découvrir ou de redécouvrir ces immenses artistes, jeunes ou confirmés qu'ils soient. Et l'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site internet du Monte Carlo Jazz Festival. Merci beaucoup Alfonso Ciulla d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Intéressons-nous à présent à cette exposition proposée à la galerie Moretti Fine Art. Regard d'ailleurs présente des œuvres réalisées par des jeunes soutenus par l'association Monaco Disease Power. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Olivier Bonello. Ce n'est pas seulement une association, c'est un véritable moteur d'espoir. Monaco Disease Power fait preuve d'un engagement remarquable. Créée pour soutenir les personnes atteintes de maladies rares et chroniques, elle incarne la solidarité au quotidien avec des actions concrètes comme cette exposition. C'est une collaboration qui a commencé il y a 4 ans. En fait, Monsieur Moretti est venu rendre visite au centre aéré qui est voisin de sa galerie. Et il a pu voir les peintures et les dessins qui étaient faits par nos jeunes dans le cadre des activités manuelles qu'on leur fait faire régulièrement.
Et je crois que ça lui a beaucoup plu et il a été très touché et il nous a proposé un partenariat en fait en nous ouvrant sa galerie pour exposer ses peintures. L'Union de l'art et de la solidarité prend vie à travers le partenariat entre l'association et la galerie Moretti Fine Art Monaco. Ensemble, ils ont imaginé une série d'expositions caritatives. Penso che siano opere di altissima qualità, che questi ragazzi siano veramente bravi e questo ci fa capire come la disabilità non sia un problema e che l'arte sia universale, un messaggio divino ed eterno. L'artiste brésilien David Elia a apporté son talent et son énergie en rendant visite aux jeunes soutenus par l'association. Avec passion, il les a guidés dans la découverte de leur propre créativité, les encourageant ainsi à s'exprimer librement sur la toile. C'était très épanouissant et oui, ils étaient très engagés. Ils étaient surpris aussi par le procédé qui était assez magique pour eux parce que c'est une technique qui se révèle à travers l'eau, donc qui tourne une image vers quelque chose qui est très graphique. L'exposition Regarde ailleurs, Rhapsodie en bleu est à découvrir jusqu'au 25 septembre prochain à la Galerie Moretti. Tous les fonds récoltés permettront de soutenir l'association tout en sensibilisant le public à ces causes souvent méconnues. Autre initiative que nous souhaitions mettre en valeur ce soir, c'est celle du centre hospitalier Princesse Grace. Depuis plusieurs années, l'établissement intègre dans son approche de soins la médiation animale, une thérapie qui a fait ses preuves. Exemple au centre Régnier 3 avec ce reportage de Christine Datomel, Camille Caloni et Clélia Renaud. Une nouvelle employée du CHPG vient de rejoindre les équipes du centre Régnier 3, âgée de tout juste 3 ans. Sépia, un jeune labrador femelle, travaille plusieurs jours par semaine au CR3 pour faciliter les actions à visée thérapeutique, sociale ou éducative du personnel hospitalier auprès des résidents. Un patient qui ne prend plus la parole, qui n'a plus la spontanéité du langage et qui va se mettre à parler à l'animal, par exemple, alors qu'il ne va pas parler à l'équipe. Un patient qui va être un peu agité ou en tout cas anxieux avec une agitation qui va être plus calme, qui va de nouveau retourner dans l'unité avec en étant moins agité, avec moins de questions redondantes par exemple, avec une prise de repas plus simple. Donc en fait c'est ces petites choses-là qui sont difficiles à quantifier de façon très scientifique, mais pour lesquelles il y a quand même eu beaucoup de littérature dessus et qui montrent que oui, il peut y avoir un avant et un après. Il faut surtout compter sur le moment présent, c'est ça qui est important. Le moment présent, le moment qui est passé et qui fait qu'il y a une rencontre entre l'animal et le patient et que dans cette rencontre, il ne se passera pas la même chose d'un patient à l'autre, mais c'est ça qui est important. Destiné au départ pour être chien guide d'aveugle, Sépia avait des prédispositions pour être plutôt un animal de médiation. Après 6 mois de formation, la jeune chienne a obtenu son certificat d'aptitude et a ainsi pu rejoindre les équipes du CHPG. Sépia, aujourd'hui, est considérée comme une employée à part entière du centre hospitalier et suit un vrai planning de travail. Elle a le profil idéal pour être un chien de médiation. Elle est calme, elle est posée, elle aime les interactions sociales avec les humains. Elle va avoir un vrai planning de travail. Ça va être une collègue de travail au centre Régnier 3 comme les autres. Elle a un planning de travail parce que, attention, c'est important pour nous le bien-être animal. C'est pas parce qu'elle travaille que je travaille tout le temps. C'est pas parce qu'elle travaille qu'elle est tout le temps dans l'établissement. Elle a un planning qui va être à peu près de 2 jours et demi par semaine. Et sur les 5 jours de travail, donc elle aura des gros temps de pause. Les séances de travail, elles sont de 1 demi-heure, 3/4 d'heure. 1 heure, c'est le grand maximum pour qu'elle puisse aussi se reposer. Elle a des détentes avant, elle a des détentes après, de façon à pouvoir décharger aussi tout ce qu'elle aura pu récupérer en énergie. Après sa journée de travail, le soir, Sépia rejoint, comme vous, sa maison et sa famille, où elle mène une vie de chien de compagnie. L'association Les Chiens Guides d'Aveugles a confié au CHPG gratuitement Sépia. Son coût était pourtant élevé puisqu'il était de l'ordre de 17 500 €. Une action réalisable
grâce aux généreux donateurs de l'association. C'est pourquoi il est essentiel de continuer de soutenir l'association Les Chiens Guides d'Aveugles afin que des actions comme celle-ci puissent perdurer dans le temps. Un mot de sport avant de découvrir les prévisions météo. La Roca Team poursuit sa préparation avant la reprise du championnat prévue le 20 septembre. Après Bormio, en Italie, les joueurs de Sacha Obradovic ont posé leurs valises en Espagne. Ils y ont disputé un match amical de gala face au Real Madrid que les Monégasques retrouveront en Euroleague. Malgré une belle résistance, la Roca Team s'est inclinée au buzzer 75-77 face aux géants madrilènes. Prochain match amical ce vendredi face au club espagnol de Breogán. La météo à présent. Bonsoir Alban Gingembre, quelle sera la couleur du temps vendredi en Principauté ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, nous aurons affaire à une météo changeante en Principauté. Des nuages, un ciel gris et nous ne serons pas à l'abri de quelques averses. Pour ce qui est des températures, 16 degrés le matin et nous ne dépasserons pas les 21 degrés l'après-midi. Et en ce vendredi 13 septembre, faites attention à vous si vous croyez à la superstition. Et n'oubliez pas de souhaiter une belle fête aux aimés. Une pensée donc pour tous les aimés. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et l'inauguration ce matin du nouveau collège Charles III. Demain, retrouvez Fabien Bonilla à la présentation de votre JT. Passez une excellente fin de semaine sur Monaco Info.